Bonjour à tous. Un petit poisson osseux prolifère sur les côtes marocaines en ce moment. Connu chez les pêcheurs sous le nom de rabouze ou bécasse de mer, il ne suscite pas l'appétit de la consommation, mais plutôt celui de l'inquiétude que ce poisson-là ne remplace des espèces actuellement dominantes dans notre écosystème marin, telles que la sardine, par exemple. Pour mieux connaître les raisons de sa prolifération et la possible exploitation de son stock, notamment industriellement, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau le directeur de l'Institut national de recherche halieutique, Abdelmalek Faraj. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, à quelle espèce appartient le rabouze ou la bécasse de mer? En fait, il y a deux espèces de bécasse de mer que nous avons au Maroc. Et bon, le nom scientifique, c'est Macroronphus scolaps. Et donc, ce n'est pas très intéressant. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a deux espèces différentes. Une qui prolifère plutôt et qui vit dans la colonne d'eau qu'on dit pélagique, et une qui est démersale, qui est plutôt sur le fond. Et cette espèce a toujours existé au Maroc, et dans les eaux marocaines, dans les eaux portugaises jusqu'au nord atlantique, dans les côtes atlantiques. Oui. Et généralement, elle est distribuée dans la partie supérieure en fait, la partie du large, du plateau continental et du talus continental, la partie supérieure du talus continental, c'est-à-dire à partir de profondeur de 100 mètres, 200 mètres, et ainsi de suite. Donc, voilà. Elle fait quelle taille, en fait? Elle fait maximum 22 cm. Et en général, c'est le mode de la structure démographique est autour de 11-12 cm. Donc, c'est un tout petit poisson. Et en plus, ces 11 cm comprennent la bouche, donc le nez. Une espèce de museau. Voilà. Parce qu'au départ, on pensait que c'était une espèce fouisseur qui mange dans le sable. Et en fait, c'est une espèce planctophage, donc qui mange le plancton. Que du plancton. Donc c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Un peu comme les baleines, en fait. Oui. Sauf que c'est pas la même taille. Alors, pourquoi ça inquiète? Pourquoi la prolifération d'un tel poisson inquiète-t-elle les autorités marocaines qui ont mis en place d'ailleurs un plan pour justement peut-être mieux exploiter cette ressource halieutique? Parce que forcément, on cherche toujours l'équilibre dans un écosystème, et une prolifération trop importante peut indiquer un certain déséquilibre. Donc d'abord, ça nous interpelle en tant que scientifiques, et puis bien sûr, ça interpelle l'administration parce que ça n'a pas beaucoup de valeur économique, et que, à juste titre, les pêcheurs ont eu des inquiétudes sur l'éventuel remplacement des espèces commerciales par cette espèce-là. Alors bien sûr, nous avons fait des recherches qui nous permettent de rester optimistes, mais toujours est-il que c'est important de savoir que cette espèce a toujours existé. L'explosion de cette population a déjà existé de par le passé, dans les années 50, dans les années 70, dans les années 90, et c'est des explosions qui durent 2, 3, 4, 5 années, et on retrouve l'équilibre par la suite. Quels sont les facteurs de prolifération de la bécasse de mer? Alors aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de données pour dire exactement les facteurs, mais bien évidemment, déjà, il y a la disponibilité de l'alimentation ou du plancton, ou bien les conditions hydrodynamiques, température et ainsi de suite, qui sont favorables à une meilleure reproduction et à une augmentation de la productivité du stock. Aujourd'hui, l'inquiétude majeure des pêcheurs était: est-ce que cette espèce est prédatrice des autres espèces telles que la sardine ou le maquereau et ainsi de suite? Bon, c'est un planctophage, donc il ne va pas manger ces espèces-là, mais néanmoins, l'inquiétude restait pertinente parce qu'il aurait pu manger les larves et les œufs d'espèces commerciales, d'importance commerciale. Et les dernières analyses que nous avons faites, parce que nous suivons ce stock depuis plusieurs années, nous avons évalué les quantités tout le long de la côte marocaine, et nous avons également fait des analyses stomacales pour voir un peu le régime alimentaire de ces espèces-là, et qui ont montré qu'ils mangent essentiellement des copépodes
ou des larves de crustacés ou d'autres de plancton de type crustacé, et très peu d'œufs et larves d'espèces commerciales, très très peu jusqu'à présent. Donc nous n'avons aucune preuve de ces inquiétudes-là, mais néanmoins nous restons vigilants bien évidemment, parce qu'ils peuvent constituer un facteur de compétition trophique ou spatiale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, vous parlez de la piste commerciale, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exploiter c'est une ressource finalement, c'est un poisson qui se trouve sur nos eaux et qui se trouve en quantité importante. Est-ce qu'on ne peut pas l'exploiter? Il suffit de voir dans le passé ce qui s'est passé et prendre exemple de l'histoire. Hein. Donc, ce poisson a déjà été exploité. Il a été transformé en farine et utilisé pour fabriquer de la farine de poisson. Il y a même des expériences au Portugal qui ont beaucoup travaillé et pêché ce poisson pour le découper et en faire vraiment de la consommation directe humaine. Ce n'est pas à exclure et nous continuerons à chercher et voir un peu les différentes formes de transformation et d'utilisation. Mais aujourd'hui, l'usage direct potentiel, c'est la transformation en farine de poisson. La difficulté, en fait, par rapport à cela, c'est est-ce que, et c'est ce qu'on nous pose comme question, aussi bien l'administration que le secteur professionnel, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une pêcherie nouvelle ou bien c'est juste épisodique. Et là, nous devons faire un travail. Nous ne pouvons pas répondre du jour au lendemain, sachant que c'est un phénomène qui est assez rare et dans nos annales, nous n'avons pas suffisamment de données pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Voilà. Alors, vous, en tant qu'Institut national de recherche halieutique, donc vous êtes tout le temps en surveillance, justement. Là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que la prolifération n'atteint pas un stade vraiment alarmant. Aujourd'hui, je n'ai aucune preuve scientifique que ça puisse avoir un impact sur les autres stocks. Ça ne veut pas dire qu'il suffit de voir, par exemple, qu'il y ait une baisse d'une espèce et l'augmentation d'une autre pour faire et dire, voilà, il y a une relation de cause à effet. Non, il faut une répétition de ce phénomène, il faut des preuves, il faut comprendre le processus écologique derrière pour pouvoir donner ce genre d'affirmation. Et c'est notre rôle. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve pour ce genre d'affirmation. Ce qui est important, c'est de rester vigilant, parce qu'une prolifération aussi importante peut avoir des effets même positifs d'un point de vue de l'écosystème, parce que ces espèces, il faut savoir, constituent une proie pour de nombreuses autres espèces, qui, elles, sont commerciales, qui, elles, sont actuellement pêchées. Et d'ailleurs, dans l'histoire et ce que racontent les gens, c'est aussi qu'après l'apparition de la bécasse, il y a eu un recouvrement de beaucoup de stocks qui ont augmenté grâce à cette bécasse. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas juste dire c'est grave ou c'est pas grave. Il faut rester très vigilant, il faut travailler, avoir la tête froide et poursuivre nos études. Et recherche. Je vais terminer puisqu'on parle de recherche halieutique. Est-ce qu'il n'y a pas une autre menace aujourd'hui sur justement les ressources halieutiques, notamment en côte atlantique ou même méditerranéenne? Moi, je pense que la menace la plus grande, c'est la pollution. Très bien. Et le plastique, aujourd'hui. Voilà. On critique beaucoup les pêcheurs ou l'usage ou la pêche, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, le plus grave, c'est la pollution et bien sûr le changement climatique que nous n'arrivons pas à appréhender réellement et à agir. On voit souvent en ce moment circuler des vidéos de baleines qu'on trouve qui sont déchues sur des plages et dont les estomacs sont remplis de plastique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Vous voyez ça, vous, dans vos recherches au quotidien? Au quotidien. Des poissons qui mangent le plastique qu'on jette aux plages, finalement. Et quotidiennement, dans l'eau, on fait cela. Maintenant, on a même intégré dans nos campagnes d'évaluation des stocks, vous savez, avec des traits de chalut, on pêche et on compte le nombre de poissons et on a intégré les plastiques et les déchets dans nos évaluations pour pouvoir évaluer la quantité de déchets dans les océans. Tellement maintenant, ça a pris de l'ampleur et de l'importance. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave
qu'il faut Commencer appréhender. Et il faut commencer peut-être par ça aussi. Par ça. Par ça aussi. Et par En soi tout cas. aussi. Oui, Merci exact. beaucoup Merci. Abdelmalek Faraj, en tout cas, d'avoir répondu et d'avoir éclairé l'opinion publique sur cette question des bécasses de mer. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne.